Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Gabor Sagi autour de l'Alliance thérapeutique. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, n'hésitez pas à mettre en pause pour écouter l'épisode précédent. Il était question de définition et également de reflet. Nous poursuivons ici nos échanges et évoquons l'organisation de l'interrogatoire, l'observance, mais également un cas pratique pour se sortir de l'impasse du patient qui n'applique pas nos conseils. C'est parti, et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je sais que comme moi je donne des cours justement sur les reflets aux étudiants et même aux kinés d'ailleurs, ce que je vais dire c'est surtout pour les kinés qui sont déjà diplômés, il y a toujours un truc qui ressort, c'est le côté non mais le patient va le voir, il va se rendre compte que je suis en train de... Et il vient une autre question qui est un petit peu provoque, auquel j'ai pas forcément une réponse bien tranchée. Quelle est la limite entre le reflet qui encourage la personne et entre guillemets la manipulation qui va consister à forcer entre guillemets le trait pour que tu sais que les recommandations sur les exercices sont très claires, tu sais qu'il faut qu'il en fasse et donc on va s'arranger pour l'amener, pour le guider vers ça quoi, comme tu disais, avoir une trajectoire. Et donc est-ce qu'au final c'est pas de la manipulation à bas bruit cette histoire des reflets? Mais en fait, il y a dans le fait de vouloir modifier le comportement de quelqu'un, c'est sûr, il y a quelque chose de forcément un petit peu intrusif et potentiellement manipulateur. Mais moi, ce que je trouve, ce qui pallie un petit peu à ça, c'est que par la suite, quand on lui propose des choses, c'est justement, on ne lui prescrit pas, on les lui propose, et on utilise vraiment ces mots-là. Et je pense qu'on peut vraiment avoir un discours très clair là-dessus en disant, voilà, moi, par rapport à ce que j'observe, il y a tel ou tel exercice qui on voit ensemble, là, semble vraiment vous améliorer. Ce qui marche chez beaucoup de gens, dans ces cas-là, c'est de les faire plusieurs fois par jour, etc. Est-ce que vous voyez mettre ça en œuvre dans votre vie? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. On le lui impose pas, on lui présente. Alors c'est sûr, on essaie tout le temps de refléter tout ce qui est susceptible de l'aider, on essaie de le pousser, mais c'est avec une certaine éthique. C'est pas pour mon enrichissement personnel à moi. La séance, elle facture pareil. J'ai aucun bénéfice personnel à le faire. C'est mon positionnement. C'est pour ça aussi que on est des professionnels de santé et qu'on n'est pas juste des commerçants. On a une éthique qui est de je veux rendre service à cette personne et essayer de faire en sorte qu'elle mette en place des changements qui sont bons pour sa santé. Alors ok, peut-être un petit peu je manipule, mais avec éthique, et puis tout le temps lui laissant le choix, de toute façon. Donc je pense que moi je n'ai pas de problème avec ça. Après pour le côté naturel, moi je suis surpris quand on voit quelqu'un, et puis en prenant l'habitude, à quel point je pense que les gens s'en rendent pas compte. On voit pas. Quand ils sont concentrés, je pense qu'ils racontent leur truc. Exemple, dans un discours, toi tu es le patient et tu me dis, voilà, j'ai cette douleur, elles me sont dans la jambe, voilà, et j'ai des fourmis. Vous avez les douleurs dans le pied, elles descendent là, et vous avez les fourmis dans le pied. Le patient, il voit rien de manipulatif là-dedans, il dit, ah bah il m'a écouté. Et c'est très fluide, c'est très fluide et ça s'inscrit dans la conversation et je suis juste en train de vérifier. Moi une chose qui m'amuse, c'est que finalement, quand tu es au café, le garçon de café, il dit vous prenez quoi? Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit bon, un demi, un kir et un périmente. Il refait la même chose. Hein. Le garçon de café, il fait un reflet sur voilà ce qu'on m'a dit, tac, 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 je vérifie un petit coup. Hein. Bon, finalement, donc, c'est pas si artificiel que ça. Bon, c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément dans une conversation. Donc, il faut le faire avec le bon ton de voix, et puis plus nous on se sent naturel dans la façon de faire, plus ça passe de façon fluide dans la conversation, et je ne pense pas que le patient a une impression de manipulation. Et puis, je pense qu'il a d'autant moins une impression de manipulation que moi j'ai l'impression d'avoir tellement intégré
que je ne me dis pas que je fais une technique de communication quand je le fais. Je me dis vraiment, je vérifie que j'ai bien compris. Et puis je lui dis que j'ai bien écouté. Bon, moi je trouve que c'est vraiment juste une communication légitime qui n'est en rien manipulative et qui est assez fluide. Et je repense, il y a une question qui me vient là, parce que aussi une des choses qui revient souvent quand moi j'en parle, c'est que les kinés au départ ont énormément de mal à l'appliquer, parce qu'à partir du moment où ils appliquent une nouvelle consigne dans leur structure d'examen, ça change leur logique, et du coup ils sont complètement paumés au niveau des informations qu'ils vont aller chercher. Et j'étais en train de me dire en y pensant que vous avez une fiche MDT qui a beaucoup de qualité, et du coup c'est assez... entre guillemets, c'est plus simple pour vous parce que votre fiche, vous la suivez, entre guillemets. Oui. Alors que pour moi, un entretien justement où on est dans une stratégie de reflet, en fait, c'est comme si on donnait le bâton de la parole au patient, puis ensuite on dit tu vas où tu veux, avec ces fameuses questions très ouvertes au départ. Et ça peut être aussi un frein à l'application, le fait que en fait, le patient, finalement, il est assez libre d'aller où il veut. Alors, est-ce que vous, du coup, vous le recentrez après avec des questions plus fermées, plus précises, ou au contraire, vous le laissez dérouler et vous remplissez un peu en désordre votre fiche, et ensuite tu complètes avec ce qui n'est pas venu? Ouais, je pense que c'est important pour nous quand on collecte l'information, nous, il faut qu'on ait tout le temps en tête l'information qu'on cherche à obtenir. Et par exemple, quel est mon symptôme le plus distal? C'est mon interrogation. Bon, mais on est obligé d'utiliser aussi des questions fermées. Parce que de toute façon, je pense que c'est l'utilisation. En fait, excuse-moi, je bafouille un peu. Mais ce qu'il faut voir, et ce qui rend l'exercice de mener un entretien, un anamnèse avec un patient tellement passionnant, c'est que c'est un exercice complexe. On essaye de faire plusieurs choses à la fois. D'un côté, on essaie de collecter toutes les infos dont on a besoin. Et on en a besoin à la fois pour savoir quand ne pas traiter le patient, pour voir toutes les difficultés contextuelles ou liées aux croyances ou etc. au patient. Donc on a tous ces drapeaux qui émergent. On veut arriver à avoir assez d'informations pour classifier notre patient dans les sous-groupes respectifs. Et chemin faisant, il faut aussi faire une alliance thérapeutique. Donc c'est un exercice complexe, passionnant, mais complexe. Et donc nous, ce qu'on préconise, c'est le fait il ne faut jamais perdre de fil, qu'on cherche de l'info tout de même. On cherche de l'info. Mais la façon qui engage, à mon avis, le plus le patient, c'est je pense que tu es une personne, le discours implicite que j'ai au patient, c'est tu es une personne adulte qui connaît bien son corps, et je vais commencer par te poser des questions ouvertes pour voir tout ce que tu vas me dire, et puis après, s'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, ou s'il y a des précisions qui me manquent, je vais te faire couvrir toutes les zones que j'ai besoin que tu couvres. Et je pense qu'une bonne illustration de ça, c'est par exemple quand on est dans la section de notre entretien avec le patient, où on lui demande, on cherche à savoir ce qu'il améliore et ce qu'il empire. Et c'est une section où à la fois on cherche des marqueurs, et puis on cherche à voir s'il y a un côté directionnel. Et nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est de commencer par une question très ouverte, du style, donnez-moi un exemple de situation qui aggrave, ou produit ou aggrave tout particulièrement votre douleur. Et donc le patient nous donne une première réponse, je lui fais un reflet pour lui dire je l'ai bien entendu, et puis je peux enchaîner avec une deuxième question ouverte. Est-ce que vous avez remarqué d'autres situations? Et peut-être que je vais le relancer 2 ou 3 fois comme ça, et puis à la fin, par rapport à mon questionnaire, j'ai plus qu'à remplir les trous. Mais je sais que pour chaque patient, je veux savoir ce qui se passe pour un patient lombaire quand il fait l'activité courbée en avant, quand il est assis, comment il se relève après être resté assis longtemps, comment il est debout, comment il est quand il marche ou qu'il court, qu'est-ce qui se passe quand il est allongé, et puis implicitement, je veux toujours savoir ce qui se passe quand il soulève du poids, porte du poids, etc. Donc tout ce qu'il ne m'a pas dit, à ce moment-là, je vais le couvrir systématiquement et avec des questions fermées pour que ça aille plus vite. Donc on peut avoir à la fois une stratégie où le patient a vu qu'on s'intéressait vraiment à son point de vue,
qu'on l'a vraiment laissé développer, et puis à la fin, on peut enchaîner en disant, moi, pour vraiment finir de comprendre comment fonctionne votre dos, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ci et ça? Est-ce que c'est un effet quand on fait ci et ça, etc. Donc je trouve que ça peut s'enchaîner de façon assez souple, mais je pense que tu mets le doigt sur une chose qui est vraiment importante, c'est nous, à la fois, il faut qu'on soit avec lui, mais il faut qu'on continue à garder notre direction et savoir où on va, savoir les informations qui nous manquent, savoir le recadrer. Oui, donc c'est pas un exercice facile, mais c'est passionnant. Ce que j'allais dire, c'est que les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ces techniques, si elles essayent, après t'avoir écouté, parce que tu les as inspirées, juste leur préciser que ça me paraît, c'est très difficile au départ, et ça demande de l'entraînement, et on se prend quelques murs, je pense, avant de se sentir à l'aise dans cet exercice, j'imagine. Oui, oui. En fait, je pense que la seule chose, des risques qui peut arriver de temps en temps, c'est que le patient nous embarque dans un long diatribe qui finalement ne nous fait pas beaucoup avancer par rapport à notre exercice qui est d'essayer d'aider quelqu'un qui vient au départ pour un problème musculo-squelettique. Et à ce moment-là, la stratégie que je recommanderais à nos auditeurs qui peut fonctionner, c'est on attend un moment où l'interlocuteur reprend sa respiration, et là on plonge dans cet intervalle-là, et on lui dit quelque chose du style si j'ai bien compris, et on résume ce qu'il vient nous dire. Souvent, si ce qu'il vient nous dire n'est pas pertinent du tout, juste de lui résumer, le patient va dire ah oui, bah effectivement, là je m'étais peut-être un petit peu égaré. Donc déjà, rien que de lui reformuler ce qu'il vient nous dire, il se rend compte qu'il est parti un petit peu sur une tangente. Et puis après, bon, ben, au moins sur quelques questions, on peut lui dire, bon, moi pour vraiment pouvoir cibler ce dont vous avez besoin, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on se concentre sur tel ou tel aspect, et on enchaîne avec une question plus fermée. Parce que bon, on a une contrainte de temps, bien évidemment. Il y a ça aussi. On a beaucoup parlé de l'examen clinique là. Est-ce que tu dirais que tu fais exactement la même chose au cours du traitement, notamment pour augmenter l'observance, ou est-ce qu'il y a des trucs en plus que tu peux mettre en place pour améliorer cette alliance thérapeutique? Ben, donc là, je vais avoir un point de vue qui se rapporte vraiment à la façon d'examiner un patient dans la méthode McKenzie, donc qui est peut-être un petit peu particulière. Mais bon, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, une des parties les plus importantes de l'examen physique d'un patient qui arriverait pour une lombalgie, une dorsalgie ou une cervicalgie serait et dans la méthode McKenzie, de lui faire répéter des mouvements pour voir si ça produit, augmente ou diminue ces symptômes. Et de ce fait-là, on est vraiment sur une approche qui est très patient-centrée, et je trouve dans lesquelles une stratégie d'alliance thérapeutique se marie parfaitement avec cette dynamique-là, parce qu'on lui a communiqué voilà, vous et moi, on est en train de chercher le mode d'emploi de votre corps. Moi, ce qui va me permettre de vous aider, c'est de savoir quel mouvement vous aggrave et quel mouvement vous améliore. Et donc, avant de commencer les mouvements, on explique vraiment au patient. Donc voilà l'info que je recherche. L'info que je recherche, c'est au fur et à mesure que vous faites ça, est-ce que c'est de plus en plus facile, de plus en plus difficile? Est-ce qu'une douleur augmente ou diminue? Est-ce qu'elle périphérise ou centralise? Il n'y a que vous qui ayez la réponse à cette question-là. Et ça, je trouve qu'en termes d'alliance thérapeutique, c'est très fort, parce qu'on est en train de lui dire, voilà, non, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de faire une alliance thérapeutique avec toi, parce que l'info, c'est toi qui l'as. Toi qui l'as, et on va travailler ensemble pour rechercher ce mode d'emploi. Et après, là où il y aura un travail un peu compliqué, c'est que souvent il faut clarifier les réponses du patient, parce que même si on le lui dit au départ, il ne comprend pas forcément exactement le type d'information dont on a besoin. Et parfois, il va dans plus de détails que ce que moi je suis capable d'interpréter. Par exemple, à supposer que quelqu'un ait une douleur dans la jambe, une douleur radiculaire, et qu'il fasse un mouvement, et qu'au bout de 10 ou 20 mouvements, il me dise dans ma jambe, eh ben, j'ai une douleur, et maintenant, peut-être que c'est un petit peu plus une brûlure.
Ou alors qu'ils me disent, ma douleur, elle était plutôt vers l'intérieur de la jambe, mais maintenant elle est vers l'extérieur. Bon, moi, ce sont des choses que je sais pas interpréter, qui sont très difficiles à interpréter. Est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est une aggravation? C'est vraiment difficile de le dire. Donc, à un moment, on est obligé de dire au patient, globalement, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Et si vous n'êtes pas sûr, c'est pareil. Donc, si jamais c'est un peu plus à l'extérieur, et puis est-ce que ça remonte ou est-ce que ça descend? Et si c'est plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, ça, on considère que ce n'est pas un changement pertinent. Donc, c'est là encore un exercice passionnant parce qu'il y a cet exercice dans lequel on doit vraiment faire comprendre aux patients quel est le type d'information qui est susceptible de modifier la prise de décision. Et une fois qu'il comprend vraiment cette information-là, je trouve qu'on peut avoir quelque chose de très fluide et d'intéressant, où au fur et à mesure que le patient effectue les mouvements, est-ce que ces symptômes changent ou pas? On peut en discuter ensemble. Et donc, de facto, on est vraiment dans quelque chose de collaboratif c'est pour ça que je trouve que l'approche McKenzie se marie tellement bien avec ces concepts d'alliance thérapeutique. Justement, je pense à l'observance. Ce qui est très intéressant dans le concept, c'est que le patient expérimente un changement. Et du coup, je pense que c'est plus simple pour lui, comme il a expérimenté, entre guillemets, d'apprendre que ça va être bon pour lui. Mais maintenant, ma question, ce serait, qu'est-ce qui se passe comment tu gères quand il y a déjà d'une part l'alliance thérapeutique est très compliquée, parce qu'on a parfois des patients qui sont compliqués où nous ne sommes pas adaptés. Et également, ça va peut-être toucher à la même question, comment tu procèdes quand l'observance, elle est vraiment difficile, compliquée? Est-ce que tu mets en place comme stratégie? Ok. Alors, c'est une question assez vaste. Oui. Moi, j'ai l'impression que si on prend du temps lors de la première séance, nous, on a quand même fréquemment on met 1 heure de côté pour faire une évaluation initiale. Je trouve que si on est vraiment dans une démarche empathique avec beaucoup de reflets, le fait d'avoir une alliance thérapeutique, c'est quand même rare que ça s'engage pas quand même de façon plutôt satisfaisante. Mais après, c'est quand même fréquent qu'un patient nous exprime clairement que ce qu'on lui a recommandé de faire, il ne l'a pas fait. Et donc, quelles sont les stratégies qu'on met en œuvre à ce moment-là? Et c'est là où je vais faire un petit aparté par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait qu'il y a des choses un peu contre-intuitives. Et notamment cette chose qui est que le piège, en fait, si on lit Thomas Gordon, qui est quelqu'un qui est souvent utilisé comme référence pour parler des impasses relationnelles, il y a une impasse relationnelle qui est celle d'argumenter avec le patient. Et donc, si le patient n'a pas fait l'exercice, moi je peux me retrouver piégé dans le fait d'être sur un mode vraiment d'essayer de lui montrer par A plus B que je sais mieux que lui et que c'est moi qui vais trouver la façon dont il va s'en souvenir et puis le moment de la journée où il va le faire, etc. C'est ça qu'on appelle le réflexe correcteur pour toi? Ça fait partie du réflexe correcteur, je pense. Et en fait, là où c'est très intéressant ce qui est issu notamment des TCC de peut-être plus de 3e génération, et puis de l'entretien motivationnel, c'est cette compréhension que à l'intérieur, il y a un besoin fondamental dans chaque être humain, c'est d'être maître de son destin et de décider soi-même ce qu'on fait. Et je pense que si on persiste de façon très forcée, le patient n'a pas fait ce qu'on voulait, je vais essayer de forcer encore plus et je vais essayer de convaincre encore mieux de faire ce que je veux. On va le mettre en réactance, on le met en résistance, et on se met dans une situation qui est épuisante pour nous, parce que je suis dans l'incompréhension. Cette personne-là, on a vu ensemble que l'exercice se faisait bien, il ne le fait pas, et donc voilà, je vais lui expliquer encore mieux, parce que c'est incompréhensible pour moi. Donc je vais vous pousser plus fort. Et comme je ne comprends pas, si je suis dans cette démarche-là et que je ne suis pas attentif aux réactions du patient, si je ne vois pas que je suis en train de l'envahir
et je suis en train de, lui, il se sent envahi et qu'il sent que je suis en train de, il y a quelqu'un qui est en train de décider à sa place. Et ben donc plus je pousse, plus il pousse dans le sens. Et donc moi je m'épuise et je suis inefficace. Et donc je peux être un peu désabusé de mon travail. Et puis le patient, il aussi, il sort de la séance en se disant mais c'est qui celui-là quoi? C'est qui celui-là? Il prétend, il ne sait pas que quand je rentre à la maison, il faut que je m'occupe des 3 gamins, il faut que je fasse à manger, que j'ai plein de choses à faire. Et puis lui, il voudrait que je fasse des exercices toutes les heures, etc. Et donc en fait, le patient est remonté contre moi. Et moi, je suis remonté contre lui. On est tous les deux un petit peu malheureux, et puis on n'avance pas. On n'avance pas. Et donc c'est là où les concepts d'ambivalence sont intéressants, développés par l'entretien motivationnel. C'est que nous, on a tendance à essentialiser nos patients. Donc mon patient n'a pas fait l'exercice, donc c'est une grosse feignasse. Et donc c'est cette sorte de personne qui ne fait pas l'exercice qui est en face de moi. Et peut-être que je peux obtenir sa soumission si je parle un peu plus fort et si je le convainc un peu mieux, parce qu'il n'est pas très intelligent. Donc si je lui explique encore un peu mieux, peut-être qu'il va finir par comprendre. Et on voit bien donc, ce qu'il y a de condescendant implicitement dans cette manœuvre, hein, même si ce n'est pas du tout l'intention, mais et on voit bien pourquoi ça a peu de chances de marcher. Et donc c'est là où c'est probablement beaucoup plus habile et beaucoup plus fructueux souvent, pas toujours bien sûr, mais plus fructueux, de partir d'un point de vue différent. Et donc dès qu'on pousse et que le patient pousse dans la direction opposée, je lui ai demandé de faire l'exercice, s'il ne les fait pas. Moi j'aime, au début j'étais profondément agacé par ce patient qui revient, il n'a pas fait l'exercice et puis il me regarde dans les yeux et dit « Non, j'ai pas fait l'exercice, mais au moins je suis honnête, je vous le dis. » Et avant ça me faisait sortir de mes gonds. Il me dit « T'as pas fait l'exercice, mais t'es un idiot. Parce qu'ils sont bons pour toi et tu les as pas fait. Et ça change rien que tu me dises je suis honnête. » Et je sentais que j'avais cette irritation qui montait dans moi. Et bien sûr, ça ne sert à rien, ça. Hein. Et donc, donc, à ce moment-là, on peut dire, au lieu d'essayer de pousser plus fort, peut-être qu'on peut juste, de façon très concise, dire au patient, bon, je prends note que pour le moment, ça a été difficile pour vous de mettre en avant, de mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours. L'avantage de cette formule, c'est que j'ai dit pour le moment. Donc, je garde la porte ouverte. Hein. Pour le moment, c'était difficile à mettre en œuvre pour vous. Bon, faisons le point. Et donc, on va repartir de nos tests. Est-ce que vous avez mal maintenant? On va revoir nos marqueurs objectifs maintenant, l'amplitude qui était limitée, douloureuse, etc. Et est-ce que vous voulez bien me montrer l'exercice? Et le patient fait l'exercice. Et on voit si ça fonctionne. Parce que déjà, si l'exercice ne fonctionne pas, il a raison de ne pas le faire. Donc déjà, reprenons la base. Est-ce que l'exercice fonctionne? Et si l'exercice ne fonctionne pas, eh bien, il faut explorer avec lui et trouver quelque chose qui marche mieux. Donc dans l'algorithme McKenzie, on irait peut-être progresser les forces ou aller aux forces alternatives, etc. Mais il faut qu'on arrive à un moment de la séance où on a quelque chose qui marche. Et si la séance précédente, on avait trouvé une préférence directionnelle, la plupart du temps, à la deuxième séance, et ce patient qui est revenu, qui n'a pas fait l'exercice, on arrive à trouver quelque chose qui marche. Et c'est là où ça va être habile d'une part, de lui présenter l'information de façon motivationnelle, c'est-à-dire, là, on dirait bien qu'on a un exercice qui fonctionne pour vous, et habituellement, pour beaucoup de gens, quand on observe ce qu'on observe avec vous, il y a un truc qui marche super bien, c'est pendant quelques jours d'arriver à en faire vraiment au moins 5-6 fois par jour. Et vous voyez une façon de mettre ça en place dans votre vie? Donc je lui impose rien du tout, mais on est parti d'un accord quand même. L'exercice marche. Donc je m'assure qu'on parle d'un accord, d'une situation où on est d'accord tous les deux qu'il y a un exercice qui semble lui faire du bien. Et ensuite, ça semble marcher pour pas mal de gens quand même, hein, mais je ne te force pas à le faire. Mais bon, là il y a une stratégie qui, moi j'ai l'expérience que ça marche avec pas mal de patients. Tant pour soi. Et alors là, on a complètement renversé la dynamique de l'interaction. Moi, je pouvais me retrouver dans une dynamique d'interaction où j'étais en train de lui dire,
et tu ne pourrais pas en faire 5 ou 10 ou 15 le matin avant de partir, et tu ne pourrais pas en faire à midi, tu ne pourrais pas en faire le soir. Donc je pouvais créer une dynamique où je lui propose, et peut-être que lui, il va se sentir agressé, puis il va me renvoyer dans les filets, et on a une dynamique drôlement négative qui est à l'œuvre, tandis que là, on est parti d'un accord, et de façon vraiment honnête, je fais une proposition. Et là, je trouve que très souvent, il y a quelque chose qui s'enclenche. Parce qu'on dit, oui, effectivement, ça a l'air de marcher, ça devrait être possible quand même. Et il commence à dire, ah oui, le soir, quand je rentre à la maison, je peux en faire en arrivant, puis peut-être que je peux en faire encore avant de me coucher, puis peut-être une fois le matin, oui, je peux peut-être arriver à 3. Et du coup, moi je vais dire, 3 c'est pas mal. 3 c'est vraiment pas mal, c'est déjà un bon début. Habituellement, vous êtes quand même un tout petit peu encore en dessous de la dose thérapeutique. Je sais pas, vous voyez peut-être une façon d'en caser un petit peu plus. Et alors peut-être que le patient me dit qu'il arrive à en caser un autre moment de la journée. Ou alors je lui dis, si vous n'y arrivez pas un peu plus, alors peut-être qu'effectivement, chaque fois que vous faites, vous pouvez faire 2 ou 3 séries. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça, c'est jouable pour vous? Et donc j'espère que ça illustre un peu la dynamique, qui est je ne suis pas l'expert qui dit à quelqu'un quoi faire, je suis un expert qui a une expérience, et on a identifié ensemble quelque chose qui semble marcher pour lui, donc on part aussi de l'expérience que lui a eue, et petit à petit j'essaie de l'accompagner quelque part, et puis on essaye ensemble de trouver une solution. Et puis finalement, l'exercice est trop fatigant, ok, on va explorer des façons de faire qui sont moins fatigantes. Donc il y a vraiment un va-et-vient, un travail collaboratif, je trouve, qui du coup se marie parfaitement bien avec une hypothèse d'alliance thérapeutique et une stratégie collaborative en fait, avec le patient. Et alors, c'est plus amusant de travailler comme ça, et puis c'est tellement plus agréable. Donc on a vraiment tout à gagner parce que c'est plus efficace, on dépense moins d'énergie, et puis le patient a des ressources. Souvent, il a des idées que nous n'aurions pas eues. Donc non seulement il a des idées que j'aurais pas eues, donc c'est plus riche, et puis en plus parce que c'est lui qui a eu l'idée, il y a plus de chances qu'il le fasse. Donc c'est beaucoup plus riche. Et puis dans la dynamique, c'est tellement plus, c'est plus amusant, c'est moins épuisant pour nous, donc tout le monde y gagne. Je pense que tu nous as convaincus de faire une formation peut-être d'entretien motivationnel, ou en tout cas pour optimiser la communication. Et je suis complètement d'accord avec ce versant-là de notre métier qui est de favoriser cette alliance. L'heure tournant, je vais poser une dernière question. C'est une question assez traditionnelle que je pose à mes invités qui ont la gentillesse de répondre à ces questions. C'est la question de la baguette magique. Ça permet un peu de regarder dans le rétroviseur et de se dire, voilà, si j'avais dû faire quelque chose autrement dans mon parcours, qu'est-ce que ça aurait été? Et de le penser de façon plus large au niveau de la kiné française. On va rester, puisque comme tu as connu plusieurs types d'exercices, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être fait pour changer un petit peu la donne et aller vers autre chose? Alors sur le plan personnel, je pense que si c'était à refaire, moi je ne ferais pas une formation d'ostéopathe. Bon, il se trouve que dans l'état d'esprit de l'époque, la seule façon en France pour un kiné d'apprendre la thérapie manuelle à l'époque, c'était de faire un cursus d'ostéopathie. Moi je pense qu'il y a des bonnes choses dans l'ostéopathie, mais bon, je vais peut-être me faire quelques ennemis en disant ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui relèvent d'un folklore ostéopathique. Et maintenant, je suis plus séduit par... si j'étais un jeune diplômé et que je m'intéresse à la thérapie manuelle, moi, je ferais plus KEMT ou des parcours de thérapie manuelle orthopédique qu'une formation d'ostéopathe. Mais bon, après, dans l'état d'esprit de l'époque, je pense que toutes ces formations existaient beaucoup moins à l'époque. Mais si c'était à refaire maintenant, c'est ce que je ferais différemment. Après, pour conclure sur la profession, et personnellement, moi il me semble que une évolution qui serait bienvenue de mon point de vue, mais je sais qu'elle rencontre beaucoup d'opposition dans la profession,
Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait des spécialités en kinésithérapie. Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'on ne peut pas être excellent dans tout. On peut être bon dans pas mal de choses, mais on ne peut pas être excellent dans tout. Et je pense qu'à un moment, surtout un kiné qui travaille en ville, il y a une spécialisation un peu de facto qui se fait, mais moi je pense qu'à un moment, il faudrait que cette formation soit reconnue, parce qu'il y a aussi un enjeu financier pour les gens qui le font. Moi, quand je rencontre des kinés qui se forment depuis 20 ans, qui ont investi pour certains des dizaines de milliers d'euros dans leur formation, et qui en plus travaillent d'une façon en soins individuels qui fait qu'ils font peu d'actes dans la journée, moi je pense que ça serait vraiment normal que ces actes soient mieux rémunérés, et vraiment le pas décisif qui permettrait vis-à-vis de la Sécu et vis-à-vis des complémentaires de santé que des actes soient mieux rémunérés, c'est d'établir un standard de voilà ce que doit être un spécialiste en kiné musculo-squelettique, voilà le standard de ce que doit être un spécialiste kiné respiratoire ou en neurologie ou en pédiatrie, et quelque chose qui se passe au niveau national, qui soit géré par l'ordre. Et moi, je pense que ça serait vraiment un grand pas en avant, et d'autant plus que je pense qu'on est tous conscients qu'on a une chance historique, avec le papy-boom des médecins, de récupérer des délégations de compétences. Et je suis émerveillé par la montée en compétences des kinés français. Dans les dernières conférences des GEPA, il y avait vraiment des kinés français qui commencent à faire de la recherche. Par exemple, j'étais très séduit par Thomas Davergne, qui donc a un niveau d'expertise époustouflant sur la connaissance qu'il a des arthropathies inflammatoires. Et on commence donc dans notre profession en France à avoir des kinés qui ont ce niveau de connaissance-là, avec un doctorat de recherche, un master de recherche, un doctorat de recherche, et donc de collecter et de générer de l'information au plus haut niveau sur des pathologies. Et voilà, donc il y a cette logique, moi je pense, qui à terme doit s'imposer. Ça existe dans les autres pays européens. J'ai des confrères anglais, néerlandais, allemands, etc., qui ont des statuts de spécialistes, qui ont une rémunération de spécialistes. Et je sais qu'il y a beaucoup de freins, plus à l'intérieur de la profession qu'autre chose, en France par rapport à ça. Mais moi je voudrais vraiment dire, il me semble que s'il y a une évolution qui devrait se produire et qui pourrait changer toute la dynamique en France, ça serait celle-là. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ce dernier mot optimiste, que je qualifierais d'optimiste, de très optimiste sur la qualité des kinés français. Merci vraiment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis on te retrouve très facilement, je pense, sur les réseaux sociaux, par lien. Peut-être que les gens pour te contacter, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à te retrouver. Bien entendu, je te remercie pour cet échange très convivial et très sympathique, Mathieu. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème, d'une nouvelle thématique. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous informer et vous former sur le site de GMK.